Quelques compléments maintenant sur les dérivées de fonctions. Voici une fonction qui a x associé x au carré moins 1. Pour le moment, je ne vais pas me préoccuper de domaine de définition ou de domaine de dérivabilité. Je vais simplement fabriquer une nouvelle fonction à partir de cette fonction. Pour l'instant, à tout x, j'associe x au carré moins 1. Mais je vais utiliser par exemple la fonction racine. Et à tout x, qu'est-ce que je vais associer? Je vais associer racine de x au carré moins 1. J'ai fabriqué une nouvelle fonction. En fait, ce que j'ai fabriqué, c'est une fonction de fonction. Nous allons voir que nous pouvons facilement dériver une fonction qui est fabriquée à partir d'une autre fonction. Une fonction de fonction, en quelque sorte. Mais pour ça, il faut qu'on reconnaisse les fonctions qui sont en jeu. C'est ça qui est difficile parfois. Regardons cette fonction qui a x associe x moins 1 au cube. Est-on capable de reconnaître les fonctions qui sont en jeu? Quelle est à votre avis, globalement, la fonction qui l'emporte? Imaginez que vous faites un zoom arrière. Comme si x moins 1 devenait de plus en plus petit. On pourrait l'assimiler à un grand X égale x moins 1. Donc la fonction qui l'emporte, entre guillemets, c'est la fonction qui a grand X associe grand X au cube. On a donc bien une fonction de fonction. La première fonction, c'est la fonction qui a x associe x moins 1. Et ensuite, ce x moins 1, on l'élève au cube. Une fonction de fonction. Les deux fonctions qui sont en jeu, c'est la fonction qui a x associe x moins 1, la fonction qui a x associe x au cube. Observez à présent cette fonction qui a x associe exponentielle de 2x plus 1. Et rien que le fait de formuler le nom de la fonction, vous êtes sur la voie. Quelles sont les fonctions en jeu? C'est la fonction exponentielle et la fonction qui a x associe 2x plus 1. On pourrait l'écrire ainsi. Et celle-ci, la fonction qui a x associe 1 sur 5x moins 7. Regardez-la bien. Imaginez que vous fassiez un zoom arrière, comme si 5x moins 7 devenait de plus en plus petit, assimilable à un x, à un grand x. On a bien la fonction 1 sur grand x, 1 sur x qui est en jeu, et la fonction qui a x associe 5x moins 7. On pourrait l'écrire avec de la couleur ainsi. Prenons maintenant cette fonction qui a x associe 1 sur x moins 5 puissance 4. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Bon, imaginez ce zoom arrière. Vous reconnaissez bien sûr la fonction 1 sur x qui est en jeu. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a x moins 5 puissance 4. Et donc la fonction x puissance 4 qui est en jeu. Et puis bien sûr, on a la fonction qui a x associe x moins 5. On a donc ici trois fonctions en jeu. Avec un peu de couleur, on obtiendrait ceci. 1 sur x moins 5 à la puissance 4. Toujours sans nous préoccuper pour le moment de domaine de définition ou de domaine de dérivabilité, reprenons l'exemple de départ. On a une fonction g qui a x associe racine de x au carré moins 1. On a vu qu'elle était faite en quelque sorte, cette fonction g, de deux fonctions. Une fonction u qui a x associe x au carré moins 1, puis la fonction f qui a x associe racine de x. Si vous imaginez ce zoom arrière de tout à l'heure, la fonction qui englobe le tout, c'est bien la fonction racine. G, c'est rien d'autre que la fonction racine appliquée à une autre fonction. On pourrait écrire directement g de x en s'aidant de f et de u.
g de x, c'est rien d'autre que f de u de x. Eh bien, nous admettrons le théorème suivant. La fonction dérivée, g', elle s'exprime par g' de x égale u' de x, la dérivée de l'intérieur. Ici, ça serait la dérivée de quoi? De x au carré moins 1, multipliée par la dérivée globale, la dérivée de la fonction en quelque sorte qui l'emporte. Ici, ça nous donnerait quoi? Quelle est la dérivée de la fonction racine de grand X? C'est 1 sur 2 racines de grand X. Donc, dans notre exemple, ça nous donnera g' de x égale la dérivée de x au carré moins 1, c'est-à-dire 2x, fois 1 sur 2 racines de x au carré moins 1. 2x, 1 sur 2 racines de x au carré moins 1. Je peux simplifier par 2, et cela me donnera x sur racine de x au carré moins 1. Revenons à présent sur un point essentiel que nous avons volontairement omis. C'est la question du domaine de définition et du domaine de dérivabilité. C'est important. On ne peut pas se lancer dans un calcul de dérivé sans être certain qu'on connaît le domaine dans lequel on peut dériver. Ça n'aurait pas de sens. Dans notre exemple, toujours avec cette fonction g, la fonction qui a x associe x au carré moins 1, elle est définie sur R tout entier. Mais attention, la fonction racine, elle, est définie pour tout nombre supérieur ou égal à 0 qui se trouve sous le radical. Donc il faut s'assurer que x au carré moins 1 est positif. X au carré moins 1, c'est rien d'autre qu'un polynôme du second degré. Bon, je vois tout de suite les deux racines. Il y a deux racines à ce polynôme, c'est 1 et moins 1. Entre les racines, c'est du signe de moins a, de moins le coefficient de x au carré, donc c'est négatif entre les racines, et à l'extérieur des racines, c'est positif. Donc le domaine de définition de G, on peut tout de suite l'exprimer. G est défini sur la réunion de deux intervalles, moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Alors attention, elle est dérivable sur quel intervalle? Bien, elle est dérivable sur l'intervalle de définition à condition qu'on n'ait pas des valeurs de x pour lesquelles on ait ici un nombre nul en dessous du radical. Donc la fonction g est dérivable sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini en excluant moins 1 et plus 1. Et on obtient donc ceci. Donc en résumé, pour trouver le domaine de dérivabilité d'une fonction de fonction, on commence par la fonction la plus emboîtée. Ici c'était x au carré moins 1. On regarde son domaine de dérivabilité. Ensuite, dans ce domaine-là, on regarde les valeurs de x possibles, de manière à ce qu'on puisse globalement faire la dérivée ici avec la fonction racine. Là, en l'occurrence, il fallait être vigilant sur le fait que x au carré moins 1 devait être supérieur à 0. Et strictement. Voyons le deuxième exemple qu'on avait tout à l'heure, la fonction g qui a x associe x moins 1 au cube. La fonction la plus emboîtée, c'est donc ici x moins 1. Son domaine de définition, c'est R. Son domaine de dérivabilité, c'est R également. On a ensuite la fonction qui a x associe x au cube. Cette fonction, son domaine de définition, c'est R. Et son domaine de dérivabilité, c'est R également. G est donc défini et dérivable sur R. On a g' de x. Alors, la même technique, la fonction la plus emboîtée, x moins 1, sa dérivée, c'est 1, multiplié par la dérivée globale, ça me fait 3 fois x moins 1 au carré. Voyons la fonction g qui a x associé exponentielle de 2x plus 1. 2x plus 1, la fonction qui a x associé 2x plus 1,
c'est une fonction définie et dérivable sur R. De même, la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est définie et dérivable sur R tout entier. On a donc g' de x est égal à la dérivée de 2x plus 1, la fonction qui a x associe 2x plus 1, ça me donne 2, multiplié par la dérivée globale de exponentielle de 2x plus 1, ce qui me fait bien exponentielle de 2x plus 1, égale 2e puissance 2x plus 1. On avait aussi la fonction g qui a x associe 1 sur 5x moins 7. Son domaine de définition, c'est R moins, bien sûr, la valeur 7/5 pour laquelle on aurait un dénominateur qui serait nul. On sait que la fonction 1 sur x, elle est dérivable sur R moins 0. Donc, une fois qu'on a enlevé cette valeur 7/5, on est tranquille, g est défini et dérivable sur l'intervalle. Alors, exprimons g' de x. On commence bien sûr par 5x moins 7. Sa dérivée, ça me donne 5. Multiplié par la dérivée globale. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Cela me donne donc moins 1 sur x au carré, grand X, là en l'occurrence au carré, c'est-à-dire 5x moins 7 au carré. Ça nous fait donc moins 5 sur 5x moins 7 au carré. Voyons maintenant la fonction g qui a x associe 1 sur x moins 5 à la puissance 4. On a vu tout à l'heure, c'est une fonction de fonction de fonction. Bon, il y a deux fonctions, la fonction qui a x associe x moins 5 et la fonction qui a x associe x puissance 4, on sait qu'elles sont définies sur R. Donc tout dépend du domaine de définition et de dérivabilité de la première fonction, c'est-à-dire 1 sur x. La fonction 1 sur x, elle est bien sûr définie et dérivable sur R tout entier à l'exclusion de la valeur 0. Donc quand est-ce que le dénominateur est nul? C'est quand x est égal à 5. On peut donc écrire g est défini et dérivable sur moins l'infini 5 union 5 plus l'infini en enlevant la valeur 5. Pour trouver la dérivée, moi je vous conseille de procéder par étapes. Au début, vous allez considérer que deux fonctions, la fonction 1 sur x et la fonction x moins 5 puissance 4. Donc qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la dérivée de x moins 5 à la puissance 4. On l'écrit comme ceci. X moins 5 puissance 4 prime fois la dérivée globale. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ça me fait donc moins 1 sur x moins 5 puissance 4 au carré. Il s'agit maintenant de dériver x moins 5 puissance 4. Là, on a une fonction de fonction. Je dérive d'abord l'intérieur, ça fait quoi? Ça fait 1. La dérivée de x moins 5, c'est 1, multiplié par le global, c'est-à-dire 4 facteurs de x moins 5 au cube, multiplié par moins 1 sur x moins 5 à la puissance 8. Cela nous donne moins 4 sur x moins 5 puissance 5. D'accord, x moins 5 puissance 3 sur x moins 5 puissance 8, ça me fait bien 1 sur x moins 5 puissance 5. Un dernier exemple, la fonction g qui a x associe x racine de 3x. Bon, racine de 3x est définie sur 0 plus l'infini en acceptant la valeur 0. La fonction g, bien sûr, est définie sur le même intervalle. On sait que racine de 3x est dérivable sur 0 plus l'infini en enlevant la valeur 0, donc g est dérivable sur cet intervalle. Comment on calcule la dérivée? On a une multiplication de fonctions. Si j'appelle u, la fonction qui a x associe x,
V, la fonction qui a x associe racine de 3x, ça me fait quoi? U'(v), ben, U' ça fait 1 fois racine de 3x, plus la dérivée de V fois U, racine de 3x prime fois x. Bon, attention, racine de 3x prime, bien sûr, c'est une fonction de fonction. Donc, quand je vais la dériver, je dérive l'intérieur, entre guillemets, ça fait 3 fois la dérivée globale, 1 sur 2 racine de 3x. J'obtiens finalement 3,5 fois racine de 3 fois x, en ayant ici mis tout au même dénominateur et en ayant fait les simplifications. Alors, attention, cela peut arriver ici dans cet exemple. Si on calcule le nombre dérivé en 0 de la fonction g, je vais l'obtenir en faisant limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0, ben, par valeur positive, puisque de toute façon, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Je m'aperçois que ça me fait limite de x racine de 3x moins 0 sur x moins 0, c'est-à-dire x. Je simplifie par x. Ça me fait limite de racine de 3x quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire 0. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que la fonction g était dérivable en 0. Donc attention, avec nos formules et avec nos expressions de la dérivée, on n'écrit rien de faux. On écrit g est dérivable sur 0 plus l'infini en enlevant la valeur 0, oui. Mais il peut arriver que en 0, on ait quand même une dérivée. C'est-à-dire que la fonction g est dérivable en 0. Nous allons aller un peu plus loin dans l'étude d'une fonction. Bon, voici une fonction que vous connaissez bien, la fonction carré. Alors évidemment, si on fait la représentation graphique, on a tout de suite une idée. On voit qu'elle est ici décroissante, puis ensuite croissante. Grâce à ce qu'on a vu sur les dérivées, on peut étudier de plus près la variation d'une fonction. Je place un point M, je trace la tangente à la courbe en M, et vous vous souvenez que la pente de cette tangente, autrement dit le coefficient directeur de la droite, c'est rien d'autre ici que le taux d'accroissement, moins 1, attention je vais dans le sens négatif, moins 1 sur 3, ce qui fait moins 3. Donc l'équation de la tangente ici c'est y est égal à moins 3x moins 2,3. Et le coefficient directeur de la tangente, y correspond au nombre dérivé de la fonction, ici en moins 1,5 étant l'abscisse de m. En déplaçant le point M, je vais bien sûr avoir des taux d'accroissement différents. Autrement dit, j'ai l'équation bien sûr de la tangente qui est modifiée. Tant que le coefficient directeur de la tangente est négatif, vous avez une courbe qui décroît. Et ici, la courbe va croître, la fonction est croissante parce que votre tangente a un coefficient directeur positif. Pour connaître le signe des nombres dérivés, donc pour pouvoir savoir si on a une tangente qui a un coefficient directeur positif ou négatif, eh bien on a déterminé ce qu'on appelle la fonction dérivée, qui nous donne les nombres dérivés en fonction de x. Ici, vous la connaissez bien, c'est f' de x égale 2x. Donc l'étude avec la fonction dérivée vous permet de déterminer le sens de variation d'une fonction. Nous allons maintenant aller un peu plus loin. Regardez bien. D'abord, quelques instants sur le vocabulaire, c'est important pour la suite. Ici, vous avez une cave. Remarquez bien la voûte. Remarquez bien la forme de la cave. Cave, ça vient du latin cavus, qui veut dire creux. Quand vous avez cette forme, c'est parce que vous avez voulu ménager une cavité, un trou, quelque chose de creux sous la terre. Donc ici, si je veux symboliser la forme, j'ai ce genre de forme. J'ai ainsi pu ménager une cavité, un creux. Regardez maintenant en bas à droite la photo. Voici un méandre d'une rivière. À ce moment-là, vous avez un phénomène qui se passe, c'est qu'ici vous avez plus d'érosion et vous avez une berge qui a cette forme.
un peu comme le début, ici, de la forme de cette voûte. On dit qu'on a une berge concave. Étymologiquement, cône avec, cave, cavus creux, donc une forme qui va ménager un creux, berge concave. Évidemment, ici où l'érosion a été moins forte, vous allez avoir une berge qu'on ne voit pas très bien ici, une berge qui va être convexe. Alors on la voit mieux ici, sur ce document. Donc on a ici, là-bas au fond, comme ici, la berge concave. Et puis vous avez cette berge qui est une berge convexe. On a donc convexe, concave. Le meilleur moyen pour différencier les deux termes et d'éviter la confusion qui arrive souvent, c'est de penser au mot cave, et dès qu'on pense à cave, on pense à cette voûte. Alors évidemment, ce qu'on est en train de voir comme vocabulaire, ça va nous servir maintenant pour, évidemment, les fonctions. Une fonction qui aura cette allure sera une fonction concave, alors qu'ici, elle serait convexe. Reprenons la fonction carré ici. On a cette courbe, on n'a pas ménagé un creux, elle n'est pas concave, elle est convexe. Pensez aussi à l'allure de la berge convexe. Voyons maintenant la fonction f de x égale racine de x. Vous avez bien ici l'amorce d'une voûte. Pensez à la cave de tout à l'heure. On a ici une fonction concave. La fonction logarithme à présent, évidemment, concave. Enfin, la fonction exponentielle, on voit bien ici une fonction convexe. Une autre propriété qui me permettra aussi de pouvoir distinguer convexe et concave. Je reprends cette fonction qui, on l'a vu tout à l'heure, est donc convexe. Je place ici un point M, mobile, et je trace la tangente à la courbe en M. Si on déplace le point M, on s'aperçoit que toutes les tangentes sont en dessous de la courbe. La courbe est entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes. C'est également donc un moyen de reconnaître qu'on a une fonction qui est ici convexe. J'ai affiché la trace des tangentes. C'est comme si toutes nos tangentes ici enveloppaient la courbe de cette façon, par en dessous. On a maintenant la courbe correspondant à la fonction racine carrée. On se souvient qu'on a une fonction concave. Je prends un point M, je trace ta tangente. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes les tangentes? Elles sont au-dessus de la courbe. La courbe est entièrement en dessous de ces tangentes. Vous reconnaissez cette fonction. Vous avez ici la fonction cube, f de x égale x au cube. Oublions quelques instants les axes. Vous avez ici une partie de la courbe qui correspond à une fonction convexe, comme le début d'une cave. On a ici une partie qui serait donc concave, la fonction est concave, et ensuite, elle devient convexe. Concave, convexe. Confirmons notre sentiment en utilisant les tangentes. Un point M sur la courbe, je trace la tangente en M à la courbe. Je déplace M, je m'aperçois que chacune des tangentes est bien en dessous de la courbe dans cette partie. On a bien une fonction convexe. Ici, à cet endroit, il va se passer quelque chose et en fait, je vais me retrouver au-dessus de la courbe. Donc, dans cette partie, la fonction n'est pas convexe, elle est concave.
Alors qu'est-ce qui se passe à un point précis? La tangente traverse la courbe. Remettons les axes. Ici, ce point où tout se produit, où la tangente va traverser la courbe, c'est ici, à l'origine du repère. Ce point où on change de concavité ou de convexité, c'est-à-dire on passe de convexe à concave, inversement. Donc ici, sur moins l'infini, 0, on a une fonction concave, et sur 0 plus l'infini, une fonction convexe. Ce point précis, où la concavité change, où la convexité change, s'appelle un point d'inflexion de la courbe. L'origine du repère est donc un point d'inflexion de la courbe. La courbe, elle traverse sa tangente en ce point. Une application à présent. J'ai une courbe ici qui correspond à une fonction définie sur l'intervalle -4, 5. On veut graphiquement lire les intervalles sur lesquels la fonction est concave ou convexe. Un élément important est indiqué. Ce sont ici deux points où la courbe traverse sa tangente en ce point. Conclusion, ce sont deux points d'inflexion. C'est en ces deux points que la courbe change de convexité. Alors dans un premier temps, on voit ici comme une forme de voûte de cave, concave, ensuite convexe, puis à nouveau concave. On a donc la courbe C qui est au-dessous de ses tangentes sur les intervalles -4, -1,9 et 2,65. Par contre, elle est au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle -1,9, 2,6. Conclusion, la fonction f, elle est concave sur -4, -1,9 et 2,65, et elle est convexe sur l'intervalle -1,9, 2,6. Intéressons-nous maintenant à la courbe de la fonction f, telle que f de x égale 2x au cube moins 6x au carré plus 6x moins 1. De prime abord, on voit ici une courbe qui est d'abord comment? Convexe, et ensuite concave. On va s'intéresser particulièrement, bien sûr, au point d'inflexion. Je place un point M, la tangente. On a bien ici la tangente au-dessus de la courbe. La fonction est concave, elle devient ensuite convexe. On va s'intéresser évidemment particulièrement au point d'inflexion. En s'aidant de GeoGebra, le point d'inflexion ici, c'est donc le point de la courbe où la tangente va traverser la courbe. Manifestement, ici, c'est le point d'abscisse 1, 1. Il faudrait pouvoir vérifier cela par le calcul, hein. Tout ça n'est qu'une conjecture. Admettons que le point de coordonnée 1 soit un point d'inflexion de cette courbe. La fonction dérivée de la fonction f de x, c'est 6x au carré moins 12x plus 6. On peut en avoir ici la courbe, mais l'information importante va venir de la dérivée de la dérivée, qu'on appelle la dérivée seconde. Ici, ça va me donner 12x moins 12. Voilà la courbe correspondant à la dérivée seconde, c'est évidemment une droite, et on remarque ici que la fonction dérivée seconde, elle s'annule pour x égale 1. Ici, la dérivée seconde est une fonction affine, on obtient donc une droite. Et on remarque que ici, la fonction prend la valeur 0 pour x égale 1. Non seulement elle prend la valeur 0, mais elle change de signe. Cette dérivée seconde, elle est ici par valeur inférieure à 1 négative et ensuite positive. Nous allons admettre la propriété suivante, soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle, soit la courbe représentative de la fonction dans un repère. Eh bien, le point f de coordonnée a, f de a, est un point d'inflexion de la courbe si et seulement si f seconde s'annule en a en changeant de signe.
ce qui est le cas dans notre exemple ici. Une application sur la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré moins 8x plus 17 facteur de exponentielle de x, déterminer les coordonnées du ou des points d'inflexion de la courbe représentative de f dans un repère. On va déterminer f seconde de x, étudier son signe, et on aura ainsi les coordonnées du ou des points d'inflexion de la courbe. Je détermine d'abord la dérivée première, f' de x. J'ai une fonction écrite sous forme de produit de fonctions, u fois v, ça me donne f' de x, u' de x fois v de x, plus v' de x fois u de x. Donc ici, je dérive d'abord x au carré moins 8x plus 17, ça me fait 2x moins 8 fois exponentielle de x, plus, je dérive exponentielle de x, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Exponentielle de x, facteur de x au carré moins 8x plus 17. Ça me fait exponentielle de x, facteur de x carré, 2x et moins 8x, ça me fait moins 6x, moins 8 plus 17, plus 9. Maintenant la dérivée seconde, donc je vais dériver ici f' de x, toujours de la même façon, j'ai aussi un produit fonction, donc je dérive de x, ça me donne exponentielle de x, facteur de x carré moins 6x plus 9, plus dérivée de x carré moins 6x plus 9, c'est-à-dire 2x moins 6, facteur de exponentielle de x. Ça me donne exponentielle de x, facteur de x au carré, moins 4x plus 3. On veut maintenant étudier bien sûr le signe de f seconde de x. Exponentielle de x est toujours positif. Bon, x carré moins 4x plus 3, c'est un polynôme dont je vais déterminer les racines. Utilisons la calculatrice pour chercher les racines du polynôme x au carré moins 4x plus 3. Sur la Texas, je vais sur apps ici, seconde apps. Ensuite, vous voyez le 9e ici, polynôme, vous entrez racine d'un polynôme, vous voulez un polynôme de degré 2, réel, etc. Suivant. Vous avez maintenant plus qu'à mettre les coefficients, là il y a bien 1, ensuite c'est moins 4, et enfin 3. Et vous résolvez. Deux racines, 1 et 3. Avec la Casio, je vais sur équation. Quel genre d'équation polynomiale? Le degré 2. Et j'ai plus qu'à écrire les coefficients. Ici, on a bien 1. Ici, ensuite, c'est moins 4. Et enfin, 3. On n'a plus qu'à résoudre, solve. Et on a les deux racines, comme tout à l'heure, 1 et 3. Je peux donc factoriser le polynôme, ça me donne x moins 1, facteur de x moins 3. On fait le tableau de signes de f seconde de x. Exponentielle de x est toujours positif, x moins 1 est supérieur à 0 quand x est supérieur à 1, x moins 3 est supérieur à 0 quand x est supérieur à 3, on n'a plus qu'à compléter. Et on s'aperçoit qu'on a f seconde de 1 et f seconde de 3 qui s'annulent, et la fonction change de signe à chaque fois. Donc on a deux points d'inflexion. On a donc f seconde qui s'annule en changeant de signe pour x égale 1 et x égale 3. Or, f de 1, ça nous fait 10 fois exponentielle, et f de 3, 2 fois exponentielle de 3. Donc, f admet deux points d'inflexion, qui sont de coordonnées, 1, 10 exponentielle, et 3, 2 exponentielle de 3. On va pouvoir utiliser les dérivées pour voir si une fonction est convexe ou concave. On a vu tout à l'heure que cette courbe, elle a un point d'inflexion, ici. Avant ce point d'inflexion, la courbe correspond à une fonction concave, puis ensuite convexe. Comme on l'a vu, la tangente traverse la courbe en cet endroit. Regardez bien ici en bas à gauche l'équation de la droite qui correspond à la tangente. 0,6x plus 0,6. Je fais varier m. Qu'est-ce que vous constatez? Le coefficient directeur diminue. Je suis dans la partie concave. Je suis maintenant dans la partie convexe. Vous avez le coefficient directeur qui augmente. La pente augmente.
Or, la pente de la tangente, elle correspond, bien sûr, au nombre dérivé. Autrement dit, si on a une pente qui augmente, ça veut dire que la fonction dérivée, f' est croissante. Alors on va admettre la propriété suivante, deux propriétés. F est convexe sur un intervalle si et seulement si f' est croissante sur l'intervalle en question. F est concave si et seulement si f' est décroissante. Vous vous souvenez de la courbe correspondant à la fonction dérivée. On a bien ici une partie de la courbe décroissante. On est sur l'intervalle où la fonction est concave. Et puis une partie où cette courbe est croissante. Et on a la fonction à ce moment-là qui est convexe. Or la dérivée f seconde, c'est rien d'autre que la dérivée de f'. Si la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde, est à valeur positive, ça voudra bien dire que f' est croissante. Inversement, si la dérivée seconde elle est à valeur négative, ça voudra dire que f' est décroissante. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque f' est croissante si f seconde de x est supérieur ou égal à 0, ça voudra bien sûr dire que f est convexe si et seulement si f seconde de x pour tout x appartenant à l'intervalle est supérieur ou égal à 0. Et concave, évidemment, si f seconde de x est inférieur ou égal à 0. Donc si on demande d'étudier la convexité d'une fonction, on pourra s'appuyer sur la dérivée seconde. Voyons une application. Soit f une fonction définie sur l'intervalle 0,512 qui a pour fonction dérivée f' définie sur le même intervalle par f' de x égale x moins 1 sur x au carré. Première question, calculer f seconde de x pour tout x de l'intervalle 0,512, déterminé par le calcul sur quel intervalle f est concave. Pour calculer f seconde, on va dériver f' de x, c'est une fonction quotient du type u sur v. Je sais que la dérivée va me donner u'v moins v'u sur v au carré. On précise d'abord bien sûr que f' est dérivable sur l'intervalle considéré, parce que f' de x est un quotient de deux fonctions dérivables. Elle est bien définie sur 0,512, pas de problème, le quotient ne peut pas être nul. Conclusion, je peux dire que f' est effectivement dérivable sur 0,512. On pose u de x égale x moins 1, v de x égale x au carré. On a alors v' de x égale 2x et u' de x égale 1. Je sais donc que f seconde de x est ux sur vx, dont je prends la dérivée. Ça me fait bien u' de x, v de x, moins v' de x, u de x sur v de x au carré. Je remplace et je trouve 2 moins x sur x au cube. On veut déterminer par le calcul sur quel intervalle f est concave. Bon, un petit schéma, surtout avec les problèmes de confusion de vocabulaire, c'est pas inutile. Quand on regarde une fonction concave, qu'est-ce qu'on peut dire de la pente de la tangente? Elle diminue. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction dérivée f'? Elle est décroissante. Comme f seconde, c'est la dérivée de f', il suffit de voir sur quel intervalle on a f seconde de x qui est inférieur à 0. À ce moment-là, on saura que f est une fonction concave. Pour déterminer le signe de f seconde de x est un quotient, je vais utiliser un tableau de signes. Bon, x au cube sur l'intervalle est évidemment toujours positif. 2 moins x, il faut faire attention, 2 moins x supérieur à 0, ça suppose que moins x soit supérieur à moins 2, ça revient à dire que x est inférieur à 2, vous vous souvenez, changement de sens de l'inégalité. C'est donc ici positif et ici négatif. Comme on le disait tout à l'heure, x au cube est toujours positif. Donc f seconde de x, la règle des signes, j'obtiens plus fois plus, ça me fait du plus, moins fois plus, du moins. F seconde de x est donc négative sur l'intervalle 2, 12. C'est sur cet intervalle que la fonction est concave. Donc, f seconde de x est inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle 2, 12. Donc f est concave sur cet intervalle. Dérivation et convexité. D'abord, quelques rappels. D'abord, la définition du nombre dérivé. Si on a f une fonction définie sur un intervalle i,
A et A plus H sont deux nombres réels appartenant à I avec H différent de 0. Dire que f est dérivable en A, ça revient à dire que quand H tend vers 0, alors le taux d'accroissement de la fonction entre A et A plus H tend vers un nombre réel L. Et L, à ce moment-là, c'est appelé le nombre dérivé de f en A, on le note f' de A. Autrement dit, f' de A, c'est quoi? C'est la limite de f de A plus H moins f de A sur H quand H tend vers 0. Dire que f est dérivable sur un intervalle, ça revient à dire que f est dérivable en chaque réel x de l'intervalle. On appelle f' la fonction dérivée de f, et elle associe à chaque réel x de i le nombre f' de x. La tangente a une courbe, soit f une fonction définie sur un intervalle i, dérivable en un réel petit a appartenant à i, soit la courbe représentative CF de f dans un repère du plan, eh bien la tangente t à la courbe CF au point A d'abscisse petit a a pour équation y égale f' de petit a facteur de x moins a plus f de a. Toujours très vite dans notre série de rappels. Dérivé et sens de variation d'une fonction, si vous avez une fonction f qui est dérivable sur un intervalle i, f est croissante sur i si et seulement si la fonction dérivée f' est positive, elle est décroissante si et seulement si la fonction dérivée f' est négative, et elle est constante si et seulement si la fonction dérivée f' est nulle. Qu'est-ce qu'on appelle un extrémum local? Extrémum, c'est ou minimum ou maximum. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i et a un nombre réel de i, qui n'est pas une extrémité de i. S'il existe un extrémum local en a, alors f' de a égale 0. Si f' s'annule en a et change de signe, alors f de a est un extrémum local. Vous voyez ici un tableau de variation nous montrant qu'on a f de a dans le cas à droite qui est un maximum local et dans le cas à gauche un minimum local. Voyons maintenant les dérivées de fonctions usuelles. Si vous avez une fonction constante, sa dérivée c'est 0. La fonction affine f de x égale à x plus b, f' de x c'est a. Fonction carré, f' de x égale 2x. Fonction puissance, x puissance n, la dérivée n, x puissance n moins 1. Attention à chaque fois bien sûr aux intervalles de définition, de domaine de définition et de domaine sur lequel la fonction est dérivable. Si je prends la fonction inverse, f de x égale 1 sur x, elle est définie sur 0 plus l'infini, union moins l'infini 0 en enlevant la valeur 0. Sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Évidemment, le domaine sur lequel la fonction est dérivable, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini sans 0. La fonction racine, f de x égale racine de x, elle est définie sur 0 plus l'infini en prenant la valeur 0, mais attention, elle est dérivable sur 0 plus l'infini en excluant la valeur 0. On retrouve f' de x égale 1 sur 2 racines de x. Les opérations sur les dérivées, si je pars de deux fonctions dérivables u et v sur l'intervalle i, et que je prends k un nombre réel, bon, on a bien sûr u plus v dérivable sur i, et u plus v', c'est rien d'autre que u' plus v'. Ku, c'est dérivable sur i. La dérivée de ku, c'est k fois u'. uv dérivable sur i et uv', c'est u'v plus v'u. Si je prends u carré, c'est dérivable sur i, ça va me donner quoi? 2u'. 1 sur u est dérivable sur i. Attention, en ayant u qui ne s'annule pas sur i, à ce moment-là, on a 1 sur u' égale moins u' sur u carré. Enfin, u sur v est dérivable sur ui, où v ne s'annule pas, bien sûr, sur i. Et à ce moment-là, u sur v', c'est quoi? u'v moins v'u sur v au carré. Bon, quelque chose de nouveau, c'est la dérivée de la composée de deux fonctions. D'abord, qu'est-ce que c'est que la composée de deux ou de plusieurs fonctions? Prenons un exemple. Si je prends la fonction f définie sur R+, par f de x égale racine de 3 plus x. Si vous voulez l'image de x, il va falloir d'abord faire 3 plus x, vous faites intervenir une première fonction, puis la racine carrée du nombre obtenu. Autrement dit, f c'est l'enchaînement de deux fonctions. Une fonction u définie par u de x égale 3 plus x, et une fonction v définie par v de x égale racine de x. Donc finalement, f de x, c'est racine de 3 plus x. Vous pouvez dire que c'est v de u de x.
On le note aussi, V rond U de X. V rond U, ça veut dire U suivi de V. On admettra la propriété suivante qui va nous permettre de déterminer la dérivée de la composée de fonctions. Si on a U, une fonction définie est dérivable sur l'intervalle I, et V, une fonction définie est dérivable sur l'intervalle U de I, alors la fonction V rond U, elle est dérivable sur I. Et pour tout réel x de I, qu'est-ce qu'on a? V rond U' de X, c'est rien d'autre que V' de U de X fois U' de X. Bon, j'aime bien l'idée de s'occuper d'abord d'une fonction que je dirais globale. Si vous prenez racine de 3 plus x, la fonction globale, c'est-à-dire si vous vous éloignez beaucoup de l'écran, vous ne voyez plus que racine de quelque chose. Donc vous dérivez d'abord par rapport à la racine, et ensuite vous multipliez par la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur. V' de U de x fois U' de x. Prenons par exemple la fonction g qui a x associé racine de x au carré plus 3. On a bien la composée de fonctions. On a U qui a x associé x au carré plus 3 dans un premier temps, et puis V, la fonction racine carrée. La fonction globale, c'est bien la fonction racine. Donc au départ, vous allez dériver par rapport à cette fonction racine, ça nous fait 1 sur 2 racines de x au carré plus 3, multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de x au carré plus 3, c'est bien 2x. Prenons la fonction h qui a x associé x au carré plus 5, le tout au cube. Globalement, ce qui intervient, c'est la fonction cube. Et puis la deuxième fonction, x au carré plus 5. Donc, quand on veut dériver globalement, ça me fera bien 3 fois x au carré plus 5 au carré, hein, c'est la dérivée de x au cube, hein, 3x au carré, multiplié par la dérivée de l'intérieur. Nous allons parler maintenant de la convexité d'une fonction. Ça se résume à 2 adjectifs, convexe, concave. Prenons tout de suite un exemple. Vous voyez ici 2 courbes représentatives qui correspondent chacune à une fonction. Si vous prenez celle de gauche, vous prenez 2 points distincts sur la courbe. Quand vous allez tracer le segment AB, il sera forcément au-dessus de la partie de la courbe comprise entre A et B. On dit à ce moment-là que la fonction f, elle est convexe sur l'intervalle. Maintenant, si vous prenez ici la deuxième courbe, si vous tracez AB, vous vous apercevez bien qu'à ce moment-là, la courbe entre A et B, elle est au-dessus du segment AB. Le segment AB est en dessous de la partie de la courbe entre A et B. On dit à ce moment-là que la fonction f est concave sur I. Vous l'avez sûrement vu dans la partie vidéo précédente du cours, hein, pensez à l'idée de cave. La fonction est concave quand vous avez cet effet de voûte. Quelques exemples de fonctions usuelles. La fonction carré, la fonction exponentielle sont convexes sur R. Si vous prenez n'importe quel segment, il est au-dessus de la partie de la courbe entre les extrémités du segment. La fonction racine carrée est concave sur 0 plus l'infini. La fonction logarithme, elle est concave sur 0 plus l'infini en excluant 0. 2 propriétés que nous allons admettre. Si on a f, une fonction définie sur un intervalle i, et CF, sa courbe représentative, f est convexe si et seulement si sa courbe représentative est au-dessus de chacune de ses tangentes. Si f est concave, eh bien, sa courbe représentative, elle est au-dessous de chacune de ses tangentes. Qu'est-ce qu'un point d'inflexion? Alors, toutes les courbes n'ont pas de point d'inflexion, mais prenons la courbe là qui est représentée, elle a une partie concave et une partie convexe. Quand vous avez la partie concave, les tangentes, on a vu, sont au-dessus, 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 et elles vont passer ensuite en dessous à la partie convexe. Ça se passe en un point précis qui est le point d'inflexion. Et à ce point d'inflexion, qu'est-ce qui se passe? La courbe traverse la tangente. Autrement dit, grand A, c'est un point d'inflexion de la courbe si la courbe CF traverse sa tangente T en A. Un exemple, si je prends la fonction cube, elle va être d'abord concave puis convexe. Elle admet l'origine du repère comme point d'inflexion.
les fonctions dérivées, elles vont intervenir pour nous aider à déterminer si une fonction est convexe ou concave. Voyons d'abord deux propriétés. F, une fonction dérivable sur l'intervalle i. F est convexe sur i si et seulement si f' est croissante sur i. F est concave sur i si et seulement si f', la fonction dérivée, est décroissante sur i. Regardons bien ici, on a la fonction carré, à gauche vous la reconnaissez. Vous avez quelques tangentes de tracé avec leurs équations. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est à chaque fois le coefficient directeur de la droite correspondant aux tangentes. Eh bien, si vous regardez ces coefficients directeurs, ils augmentent de la gauche vers la droite. On passe de moins 2,4, moins 0,8, 1,6, 3, etc. La fonction est convexe. Si elle est concave, les coefficients directeurs des tangentes vont diminuer. Si les coefficients directeurs des tangentes diminuent, on sait que les coefficients directeurs correspondent au nombre dérivé, ça veut bien dire que la fonction dérivée, elle est décroissante. Dans le cas de la fonction carré, elle est bien sûr cette fonction dérivée croissante, puisque les nombres dérivés de gauche à droite sont en train d'augmenter. Nous allons parler de dérivée seconde. Qu'est-ce que c'est qu'une dérivée seconde? Bon, vous connaissez, vous avez une fonction f dérivable sur l'intervalle i, vous allez définir une première fonction dérivable, celle que vous connaissez bien, f'. Eh bien, si vous supposez qu'au départ, la fonction elle est deux fois dérivable, vous pouvez encore dériver. Vous allez dériver f' et vous allez obtenir une nouvelle fonction f seconde. On va pouvoir déduire deux propriétés. F sera convexe si et seulement si f seconde de x sera supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que si le signe de f seconde c'est positif, ça veut dire que f' est croissante, puisque f seconde c'est la dérivée de f'. Donc on transpose en fait les propriétés qu'on a vues précédemment en utilisant la dérivée seconde. Donc si vous montrez que la dérivée seconde est tout le temps positive sur un intervalle, vous avez montré que f est convexe sur cet intervalle. Évidemment, si f seconde est négatif, f est concave. Si je prends la fonction f qui a x associé à 1 sur x, je veux étudier sa convexité. Je calcule f' de x, je calcule f seconde de x, évidemment dans l'intervalle r étoile, c'est-à-dire r privé de 0. Je dresse un petit tableau de variation qui me montre que f seconde de x, quand est-ce qu'il est négatif, c'est quand x est inférieur à 0, positif quand x est supérieur à 0, hein, puisqu'on a 2 sur x puissance 3. Eh bien, f', si f seconde est négatif, eh bien décroissant, puis ensuite croissant, si f seconde est positif, ça correspond bien à une situation où de moins l'infini à 0, on aura f de x, f qui sera concave, et de 0 à plus l'infini, convexe. La dérivée seconde, elle va nous permettre aussi de savoir si on a un point d'inflexion ou pas. Si vous prenez une fonction f deux fois dérivable sur un intervalle i, et puis sa courbe CF, le point F de coordonnées AFA, ça sera un point d'inflexion de la courbe CF, si et seulement si F seconde s'annule en A en changeant de signe. Bien oui, reprenons le cas de la fonction cube. On a ici le point d'inflexion. Avant, vous avez une fonction concave, vous avez bien F seconde qui est comment? Inférieur à 0. Et ensuite, une partie convexe où f de seconde est supérieur à 0. Donc au point d'inflexion, évidemment, f seconde prend la valeur 0, mais il faut bien qu'il y ait changement de signe pour qu'on ait inflexion. Un exemple, je prends la fonction f définie par f de x égale x plus 1 exponentielle moins x. Je veux chercher éventuellement un point d'inflexion. J'exprime f seconde de x. Donc j'ai d'abord exprimé f' de x, j'ai trouvé moins x exponentielle de moins x. N'oubliez pas que la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Maintenant, je calcule f seconde de x, et on trouve exponentielle de moins x, facteur de x moins 1. Quand est-ce que f seconde de x peut être égal à 0? C'est quand x est égal à 1. Exponentielle de moins x, lui, n'est jamais égal à 0. Donc, le seul point qui pourrait faire office
de point d'inflexion, c'est le point de coordonnées 1, 2 sur E. Alors si on fait ce petit tableau, ça nous permet de voir qu'il y a bien changement de signe de f seconde. Si x est inférieur à 1, on a bien x moins 1 qui est négatif. Comme l'exponentielle est toujours positive, f seconde sera négatif.